Welcome to Literature News, the podcast on YouTube. I am Hans-Georg Ruprecht. J'ai le très grand plaisir et l'honneur d'accueillir Taha Bekri, poète, essayiste, critique littéraire, maître de conférences et professeur honoraire à l'Université Paris-Nanterre. Il est auteur de nombreux recueils de poèmes et d'œuvres littéraires. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Alors, ça me fait grand plaisir, comme je viens de le dire, de vous avoir au micro. Et j'aimerais bien, d'entrée de jeu, rajouter aussi que nous avons personnellement quelque chose en commun, parce que vous êtes comparatiste, professeur de littérature comparée, comme moi je l'étais. Donc nous avons justement le plaisir du dialogue des littératures. Je pense que le comparatisme est quelque chose de très important pour moi parce qu'il s'inscrit aussi non seulement dans le comparatisme littéraire d'une manière générale, mais aussi dans mon cas personnel, le bilinguisme. Je suis entre deux littératures tunisiennes de langue arabe et de langue française. Écrivant dans les deux langues, je suis appelé souvent à les comparer, à me comparer à la traduction, à des problèmes aussi d'ouverture vers la littérature mondiale, évidemment. Mais permettez-moi de revenir un instant encore sur quelques aspects de votre dialogue littéraire, en particulier pour ce qui est des auteurs qui ont eu ou qui vous ont marqué, disons-le. Je suis le fruit de l'école tunisienne, l'école franco-arabe, qui est post-coloniale. J'ai fait mon école primaire à l'indépendance tunisienne et j'étais toujours dans les deux langues. L'école primaire s'est faite dans les deux langues, le lycée aussi. Et personnellement, j'ai continué même à l'université en étudiant la littérature française. Évidemment, mon intérêt à la littérature de langue arabe est très important. Et cela a constitué mon être d'écrivain, mais mon être intellectuellement. Et je poursuis toujours cette tâche de naviguer, si je peux m'exprimer ainsi, entre les deux langues, parce que je considère cela comme une attitude intellectuelle pour empêcher le monolinguisme d'être aux dépens d'une autre langue. Et j'ai eu la chance donc d'appartenir à ces deux langues qui m'ont permis de me nourrir de deux littératures, la littérature arabe classique et moderne, mais à travers le français, la littérature française bien sûr, mais la littérature francophone d'une manière générale. Pour la littérature arabe, je me suis nourri des grands classiques arabes pré-islamiques déjà, jusqu'à notre poète national, Abul Qasim Chabi, qui est mort en 1934, mais également les poètes moyen-orientaux de Khalil Gibran, Badr Shek Sayeb, l'Irakien, et par la littérature française, je me suis beaucoup intéressé au XIXe siècle, de Rimbaud à Baudelaire, à Mallarmé, bien sûr, mais les modernes comme Saint-Jean de Perse, et à travers cette langue aussi, ce qui a été traduit en français. Je ne me suis pas nourri seulement de la littérature française, je pouvais lire les Grecs, Ritsos ou Séphérès ou Élitis, évidemment Homère, mais aussi Pouchkine, aussi
les poètes espagnols, García Lorca ou Rafael Alberti. Je suis curieux de tout et les deux langues m'ont permis une ouverture parce que, y compris dans la langue arabe, il y a aussi des poètes et des écrivains traduits dans cette langue et j'ai toujours parlé des vases communicants. J'ai essayé de boire aux deux sources nourries de plusieurs rivières, de plusieurs fleuves, de plusieurs mers et l'océan poétique est enrichi par des voix internationales. Par exemple, pour le français, moi j'ai beaucoup lu Gaston Miron, Ah bon? qui était un ami, oui bien sûr, et qui était un ami. Ah oui. Aussi, grâce à lui, j'ai lu beaucoup les poètes québécois et les poètes d'Afrique noire, subsaharienne. Mais il n'y a pas de frontières dans la culture. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. L'universalité de l'acte poétique est un voyage permanent, est une découverte permanente. J'ai pu lire les Scandinaves, Henrik Norbrand ou Schustrand ou Gunnar Ekelöf, le Suédois. Je suis curieux de tout et je me nourris comme je peux. Et voilà, je n'ai pas de barrière particulière. Mais ce qui m'a vraiment frappé, tu as écrit, cherchant un tant soit peu, notamment sur votre page personnelle, que je recommande à nos auditeurs vivement parce qu'elle est d'une richesse extraordinaire à tout égard, biographique et bibliographique, et, avec des photos, avec des audios. Et c'est justement là où vous dites aussi que vous vous inspirez justement de vos lectures en lettres scandinaves. Vous avez vécu, paraît-il, au Danemark et en Norvège, et justement le recueil Le cœur rompu aux océans chez Hermatan, déjà en 1988, il y a un très beau poème à Selma. Ça, c'est tout à fait exceptionnel pour un poète de l'Afrique du Nord, du Maghreb. Oui, c'est un livre qui compte pour moi. Je suis arrivé en France en 1976. J'ai rencontré ma compagne en 1979 et nous avons eu la chance d'être invités très vite au Danemark où nous avons des amis très chers. Et dès cette date, nous avons pu voyager. J'ai pu donc découvrir le nord de l'Europe, la Scandinavie. Étant un homme du Sud, la question pour moi était essentielle. Est-ce qu'un homme du Sud a un Nord? Parce que l'inverse a toujours été quelque chose de réel dans la littérature. La littérature européenne du Nord a toujours eu un Sud. Et je pense pas seulement aux Scandinaves, mais aussi aux écrivains français. De Pierre Loti à Flaubert, à Guy de Maupassant, à Rimbaud bien sûr jusqu'au Yémen, à Baudelaire vers l'île Maurice. C'est-à-dire la quête du Sud a toujours existé et je ne parle pas que de l'orientalisme en peinture ou en littérature. Bien, est-ce que quelqu'un du Sud comme moi, tunisien, méditerranéen, la Tunisie est en Afrique, dans le monde arabe, dans le monde musulman, est-ce qu'il peut être regardant au lieu d'être toujours regardé? Le fait de regarder le Nord avec ses nouveaux paysages, avec sa nouvelle littérature, avec sa découverte, a transformé pour moi une question très très importante. Car les premiers temps où je suis arrivé en France, l'exil était nostalgique, l'exil était quelque chose de douloureux, comme une blessure,
puisque je sortais de prison de Tunisie. Et le fait d'aller dans des lieux apaisés, le fait d'aller dans un pays comme le Danemark, avec beaucoup d'amitié, des amis qui ont ouvert leurs portes, non seulement cela m'a réconcilié avec les autres, mais avec moi-même aussi. Et le cœur rompu aux océans, c'est ce cœur qui est à la recherche de l'autre, qui a transformé l'exil en rencontre positive, qui a transformé la douleur en quelque chose de plus apaisé. Et c'est pour ça que Selma, dont il est question, parce qu'il y a aussi un livre de Selma en arabe, est une interrogation sur l'exil, sur l'amitié, sur la découverte du monde, sur la beauté du monde, sur le besoin de découvrir l'autre, sur la rencontre avec l'autre. Et Selma est un nom arabe qu'on trouve dans la période pré-islamique, et on en trouve aussi Selma dans les pays du Nord, comme Selma Lagerlof, la suédoise, la prix Nobel. Et ce va-et-vient entre le Sud et le Nord est aussi le devoir de la littérature. Permettez-moi d'ajouter une petite remarque, parce que ce que vous dites recouvre entièrement mes intérêts personnels, à savoir, et pour vous, c'est rien de nouveau, mais la question a été posée aussi par un chercheur turc de nom Onur Erdour sous le titre L'école du Sud. C'est un livre paru à Berlin en allemand, et il se pose justement la question: que cherche Roland Barthes au Maroc? Oui. Et Michel Foucault dans le village Sidi Bou Saïd en Tunisie, sans parler de Pierre Bourdieu, d'Étienne Balibar, Jacques Rancière et de François Lyotard, qui ont tous vécu au Maghreb, et ils ont en quelque sorte développé, comme vous le savez beaucoup mieux que moi, les théories modernes de ce qu'on appelle chez nous en Afrique du Nord French Theory, la pensée française en théorie littéraire. Ça a été pondu, si j'ose dire, ça a été développé en particulier sur la sociologie littéraire de Bourdieu lors des longs séjours chez vous au Maghreb. Oui, oui, bien sûr. La question, pour moi, c'est le fait qu'un écrivain s'intéresse à un autre pays, à une autre culture, à un autre espace, n'enlève rien à ses propres racines. Mes racines sont tunisiennes, ça c'est sûr, mais mes racines ne doivent pas pourrir sous terre. Oui. Elles doivent aussi faire grandir l'arbre de la culture, le nourrir d'autres espaces. Et pour moi, c'est très important aussi d'évoquer ici que la littérature de voyage est quelque chose de très important dans la littérature arabe. Ibn Fadlan, au Xe siècle, est parti de Bagdad et a décrit les pays scandinaves. Son livre s'appelle Au pays des Bulgares. Il décrit la Volga. Al-Mas'oudi a écrit Les Prairies d'Or. Il y a une description des pays jusqu'à l'Asie. Nuzhat al-Mushtaq, Idriss al-Shrif al-Idrissi, et au XIIe siècle, le géographe qui a été conseiller de Roger II en Sicile a écrit un des plus beaux livres sur les merveilles du monde. Ibn Battuta, au XIVe siècle, et le Marocain qui part de Tanger et qui arrive aux confins de la Chine et qui décrit la Turquie et Istanbul, qui s'appelait Constantinople à l'époque quand même,
où il décrit Hagia Sophia, il décrit l'église Sainte-Sophie. Eh bien, cette littérature de voyage, je lui suis reconnaissant parce qu'il y a dans la période classique arabe une ouverture, une curiosité sur la découverte de l'autre. L'identité arabe ou musulmane de cette période n'a pas souffert, au contraire, elle s'est enrichie, elle s'est ouverte, elle a décrit les autres peuples, les autres traditions. Et pour moi, perpétuer cette tradition dans mon écriture, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle le livre du souvenir, ce sont mes carnets de voyage un peu partout où je suis allé, est une permanence de la curiosité intellectuelle. Il n'y a pas, pour moi, de plus dangereux que l'immobilisme intellectuel. Il n'y a pas de plus dangereux que la fixité, que l'identité fixe qui ne bouge pas, qui reste immobile et qui finit par être chauvine ou nationaliste. Mais nous sommes, en tant que comparatistes, entièrement d'accord. Euh, ce qui, ce qui me fascine, à vrai dire aussi, c'est la question de savoir, et dans certains textes un peu plus théoriques, vous vous en occupez, la question de savoir justement comment, en tant que poète, en tant que créateur, au niveau de l'écriture, et notamment donc dans la production de textes, les deux, les deux univers, les deux imaginaires, hein, donc l'arabe et européenne, c'est, oui, se conjuguent ou se croisent et se situent au centre même du processus créateur. C'est de cette question parce que le réel, certainement, la réalité du monde aujourd'hui impose aux poètes une vigilance. La réalité chaotique du monde, malheureusement, n'empêche pas notre imaginaire d'imaginer que d'autres peuples, d'autres cultures peuvent nourrir notre propre création. Moi, j'ai beaucoup écrit des lieux que j'ai visités, Oui, parce que ces lieux sont dans la réalité, bien sûr, de Bamako à Nouakchott, en Mauritanie, à Dakar, mais aussi à Copenhague ou en Italie, ou là où je suis allé en Allemagne. L'imaginaire est nécessaire pour moi pour nourrir la réalité et peut-être pour aussi empêcher que la réalité soit fermée. Le fait de recourir à d'autres lieux, d'autres espaces, d'autres plantes, d'autres arbres, d'autres paysages empêche que notre réalité soit fermée. La première fois que j'ai vu un arbre, le flamboyant, ou un cocotier, ou un arbre qui n'existe pas en Méditerranée, j'étais si heureux et j'ai pu tout de suite écrire des choses qui peuvent aussi amener la littérature à dire que notre réalité n'est pas limitée, que notre réalité n'est pas seulement la nôtre, elle est aussi celle du monde. Le monde appartient à l'imaginaire, le monde appartient au croisement, au pluriel, à la connivence, à la rencontre. Et pour moi, c'est un devoir littéraire. Je parle souvent du devoir de beauté. Si nous voulons empêcher le chaos du monde, il faut lui opposer la beauté du monde. La beauté du monde, c'est aussi l'art, c'est aussi la possibilité aux écrivains d'empêcher la noirceur,
le pessimisme, l'arrogance des puissants, l'intolérance, et tout cela fait que il y a un devoir de beauté pour écrire la littérature. Tahar Bekri, c'est peut-être le moment d'insérer un ou deux de vos poèmes qui sont pour moi euh, indicatifs de votre art poétique. Vous venez de parler de l'arbre. Vous avez eu la gentillesse de nous proposer la lecture de deux poèmes qui font écho à nos échanges. Le bout du chemin. Il se souvint, quand tu arrives au bout du chemin, poursuis ta marche. Tant de poussière couvre tes habits, des grains de pays lointains perdus, sous les sabots des puissants, les sabres aiguisés, les chevaux jamais assez repus, des grains de frères abandonnés près du puits, son eau tarie détournée de source, des grains de murs hautains, leur mirador contre les peuples martyrs, des grains de désir de retour au bercail, égarés comme un flocon d'écume, des grains de femmes fières, comme des raffias bercés par la nuit, des grains de sable accueillant les pirogues chargées de ton histoire, défiant les flux, des grains de sable mouvant, couvant ta hâte vers les murailles qui s'écroulent, les villes mises à sac, les portails à terre, et toi, sentinelle sans tour, tu agites la flamme, des grains de terre que tu parcours, labourant tes rêves comme des sillons difficiles, écrire avec les semailles, avec la main ouverte, inviter les oiseaux, caresser le ciel, implorer la pluie, chasser le fracas du monde et résister à l'orage, éteindre tous les incendies, alerter les forêts, faire pousser la résilience à l'horizon, capter son incandescence pour les jours ultimes. As-tu vraiment vu le bout du chemin? Es-tu arrivé? Alors, poursuis ta marche. L'oiseau frêle sur la branche, le frémissement des feuillages dans l'arbre, le petit vent remuant les fleurs du prunus, ta main par-dessus mon épaule, nous cherchions le soleil prisonnier de l'ombre, consolé par les vagues qui revenaient de loin. Ce pied de basilic sur le rebord de la fenêtre, nous ne savions si le pigeon est revenu faire son nid sur le haut du palmier et nous confiner dans les lueurs, accompagnés par l'incertitude des heures. Nous avions la nostalgie de petit accordéon sur le pont, les îles soudées par les rivières, tant de promenades dans l'insouciance, comme des envolées se posant sur le quai. Des berges du fleuve inondées de 1000 lumières, j'étais venu à toi comme un grenadier. Tu m'apprenais à reconnaître les roses trémières,
palmeraies, épinèdes, entremêlés par les soirs d'absence où les retrouvailles hébergent les couleurs du ciel couché à l'horizon des frontières. Et la nuit couverte de voies lactées, nous confondions les étoiles, l'illumination soudaine et la beauté du monde comme une vibration dans les violons fougueux. Nous étions pourtant sur terre. Avions-nous assez aimé ces saisons, près du citronnier éclatant, parfumant nos demeures? Avons-nous supplié le désert loin des ensablements, rempli nos yeux de tant de sources pour effacer les blessures de la pierre, comme les choses les plus simples deviennent comme un rêve inaccessible de l'humanité entière. L'art de Boileau, c'est aussi l'évocation très importante pour moi des éléments de la nature qui sont évidemment à une dimension métaphorique. Ma sensibilité est celle d'écrire à partir de ce contour et qui me nourrit régulièrement. Peut-être que mes images restent-elles plutôt proches de la terre. J'étais enfant nourri de la beauté de la palmeraie et cela m'a marqué jusqu'à ma vie adulte. J'écris beaucoup des éléments de la nature, beaucoup de la mer. Je ne parle pas beaucoup de la montagne, par exemple. Je ne connais pas la montagne, je ne sais pas en parler. Mais ma palmeraie natale, qui est Gabès, est une oasis maritime. Et cela a été essentiel dans ma formation, ma sensibilité, mon attention à la beauté du ciel la nuit, les palmiers, un jardin en plein désert. Et je pense que cette idée pour moi que la palmeraie ou l'arbre qui pousse malgré le désert, malgré le Sahara, elle est un peu comme la lutte de l'être humain par rapport à l'environnement agressif aujourd'hui, par rapport à ce qui l'entoure comme danger ou comme guerre, comme aussi choses très négatives et difficiles à accepter. Il pousse et il résiste au chaos, il résiste au désert. Pour parler écriture, permettez que je renvoie à une remarque que je trouvais justement sur votre page web où vous dites que vous avez appris à écrire en tant qu'enfant de deux manières, de gauche à droite en français et de droite à gauche en arabe. Oui, maintenant, vous écrivez dans les deux manières? Oui, bien sûr, je suis toujours poète bilingue, j'écris dans les deux langues. J'ai publié davantage en français qu'en arabe. L'école primaire, pour moi, elle a été dans les deux sens, de l'arabe vers la gauche et de la gauche vers l'arabe. Ce qui est intéressant et curieux à la fois, c'est que je n'ai jamais senti cela comme quelque chose de difficile ou d'étrange ou d'étranger. Au contraire, c'est quelque chose que j'aimais bien, petit enfant. Et j'essayais même adolescent d'écrire dans les deux langues, ce qui est pour moi aujourd'hui incroyable. J'ai écrit mes poèmes en arabe et en français à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans. Et j'ai davantage continué en français parce que la poésie arabe est plus rigoureuse en rythmique, en versification, en rime, en maître poétique. Et je me sentais un peu plus libre
en français, qui était le vers libre, la poésie libre déjà, qu'on étudiait à l'école ou qu'on pouvait rencontrer. Mais ces deux langues, pour moi, elles ont formé mon être et je pense que sur le plan historique par rapport à la Tunisie, le président Bourguiba de l'époque, après l'indépendance, il a gardé aussi des enseignants français qui étaient des coopérants ou qui enseignaient déjà là. Il ne les a pas chassés tout de suite. Au contraire, moi j'ai eu à l'école primaire comme au secondaire beaucoup de professeurs français qui venaient de Bretagne ou d'autres régions. Et jamais on a senti cela comme quelque chose de pesant ou d'anormal ou d'agressif ou de colonialiste. Au contraire, c'était une ouverture et posséder deux langues, même petit, je suis toujours reconnaissant à l'école tunisienne de ce bilinguisme et j'ai poursuivi cela au niveau de l'écriture. Aujourd'hui, j'essaye d'écrire dans les deux langues comme je peux et c'est un acte très important pour moi. Votre nouveau livre, parmi les trois qui viennent de paraître, il y a Mon pays, la braise et la brûlure aux éditions Amodé Eden. Et là, vous dites en quatrième de couverture, c'est un poème narratif d'une écriture autobiographique entre récits et voix multiples, et il se présente, comme vous dites, tel un témoignage d'amour à la Tunisie, traversé par l'expérience de l'exil. L'exil, si j'ose dire, reste pour vous une blessure ou une expérience ou quelque chose qui est fondamental dans votre existence, si vous voulez bien. Le dernier, ce recueil, donc, Mon pays, la braise et la brûlure, le considère comme le troisième livre d'une trilogie sur la Tunisie qui a commencé par Je te nomme Tunisie, paru en 2011, et Chant pour la Tunisie, paru en 2023. Et c'est ce troisième livre qui est paru à Bruxelles, donc en Belgique. La question essentielle pour moi, en tout cas, c'était qu'est-ce qu'un pays? Il y a le pays historique, il y a le pays des événements, il y a le pays de la culture qui nous nourrit, mais il y a aussi le pays intime, le pays personnel, la terre de l'enfance, les souvenirs des parents, des lieux, des paysages. Il y a ce chant d'amour donc, pour la Tunisie qui essaye aussi de ne pas ignorer toutes les blessures que mon propre pays m'a causées, les difficultés que j'ai eues avant de partir en exil. Et donc c'est un recueil autobiographique afin de décrire comme un récit en poésie cette douleur, mais aussi cet attachement très important. Et la braise, elle est aussi donc celle qui blesse, celle qui nous brûle, mais cela ne m'a jamais empêché d'être attaché aux miens, à ceux que j'ai aimés là-bas, à ceux qui ont nourri mon itinéraire, qui ont donné aussi mon éducation, qui ont fait mon parcours scolaire, humain. C'était un livre de reconnaissance, de gratitude, avec ses qualités, mais aussi ses douleurs, ses blessures. Et j'ai essayé dans ce petit recueil, avec 52 poèmes, qui se lisent comme un seul texte, comme un seul poème long, avec des épisodes, les gares où j'ai vécu grâce ou à cause du travail de mon père, les villes tunisiennes. Et donc, c'est
à chacun son pays intime. Il y a la Tunisie pour tout le monde, mais il y a aussi sa propre Tunisie, sa propre souffrance, son propre bonheur, ses contrariétés, ses espérances, son innocence, mais aussi les douleurs qu'on a vécues. Et donc, c'est cette braise qui nous brûle, elle est aussi la brûlure du cœur et l'élan du cœur en même temps. Nous sommes toujours à écrire l'émotion première qu'est le souvenir. Je considère le souvenir comme le socle de l'émotion première qu'on garde toujours adulte, au-delà des 2 autres livres que j'ai consacrés à la Tunisie, qui sont, pour les chants de la Tunisie, l'hommage à ce pays qui est au carrefour des grandes civilisations méditerranéennes. Si on commence à énumérer toutes les cultures de romaines, grecques, phéniciennes, jusqu'à l'arrivée des Arabes et des musulmans, il y a beaucoup à dire sur cet héritage méditerranéen, sur cet héritage africain, sur cette culture, à ce berceau qui appartient pas seulement à la Tunisie, mais aussi à la culture humaine. Et pour Je te nomme Tunisie, c'était aussi un livre, cette fois-ci, qui est arrivé après la révolution tunisienne en 2010. Et donc, Je te nomme Tunisie, c'est écrit en 32 textes qui rendent hommage aussi à la lutte du peuple, à sa dignité, à sa liberté. Chant pour la Tunisie est aussi un recueil avec les peintures d'Annick Le Touer aux éditions Almanar. Comment est-ce que vous avez pu obtenir justement cette collaboration poète-peintre? Oui, j'ai la chance de vivre avec Annick Le Touer, on s'est rencontrés, comme je l'ai dit au début, dès 79, à l'école des Beaux-Arts, où j'allais dire mes poèmes dans des ateliers de gravure. Et depuis quelques années, Annick m'accompagne par ses peintures, ses acryliques, qui vont de pair à son univers plastique, son univers poétique. En même temps, c'est une peinture que je considère très poétique. Et ce sont des paysages dans le paysage. Et c'est une compagnie. Ce n'est pas une illustration. Non, justement. Ce n'est pas seulement pour mon pays la Braise, mais le dernier recueil de poésie, Le battement des années, Annick a des peintures. C'est ça. Et comme je suis chez les éditions Almanar, nous avons la chance d'avoir un éditeur qui fait une édition imprimée et une édition de livres d'art. Et avec les livres d'art d'artistes, si vous voulez, et il y a une édition où il y a des peintures d'Annick qui correspondent pour moi d'une manière très très importante à la sensibilité poétique. Annick lit beaucoup de poésie, elle ressent la poésie donc cela va de pair pour moi et j'en suis heureux. En tout cas, beaucoup de lecteurs aiment beaucoup ce qu'elle fait dans ses livres. Parmi les livres les plus récents, il y a aussi une anthologie intitulée Poètes tunisiens, texte choisi, traduit de l'arabe par vous. Et en 4e de couverture, vous dites l'ambition de l'auteur est de rapprocher les 2 expressions poétiques existant en Tunisie au-delà de la question de la langue.
Ça, c'est Oui, pour nos oui, c'est auditeurs un entre- livre fondamental que je recommande vivement. oui, poète tunisien traduit de l'arabe est une anthologie d'une trentaine de poètes tunisiens. Elle est parue en Tunisie aux éditions Nihed à Sousse. Et j'en suis heureux parce que c'est pas de l'autosatisfaction, c'est un effort depuis plusieurs années, je dirais même des décennies, où je m'intéresse à la poésie de langue arabe, écrivant moi-même en langue arabe. Et je voulais aider beaucoup de poètes tunisiens, certains sont inconnus dans la langue française, de les faire connaître et essayer en même temps et surtout de dépasser les clivages entre les langues, entre les expressions littéraires en Tunisie. Et évidemment, très peu de créateurs tunisiens sont bilingues. Il y a parfois la tentation chez certains nationalistes, pour ne pas dire d'ignorer l'autre langue ou de la méconnaître ou de ne pas la reconnaître, que ce soit d'ailleurs de langue française ou de langue arabe. Et donc, je voulais vraiment rompre ces barrières, essayer de faire le pont entre les deux poésies, les deux littératures. J'espère y être arrivé. En tout cas, c'est la poésie tunisienne de langue arabe est très riche, très importante. Elle mérite d'être connue dans la langue française. Et ce n'est pas en mettant des murs, des barrières, des frontières entre les langues, entre les littératures qu'on y arrivera. Au contraire, j'estimais de mon devoir de pouvoir traduire ces poètes. Et j'ai pas traduit seulement des poètes, mais aussi des nouvellistes. J'espère qu'une anthologie verra le jour un jour, où il y a aussi une trentaine de nouvellistes. J'essaie de porter la littérature tunisienne comme je peux. J'ai la chance de vivre en Europe et en même temps d'essayer de porter la voix de certains qui restent inconnus à l'étranger en tout cas, et en même temps montrer qu'on peut s'entendre, qu'on peut créer des rapports de cordialité, de fraternité entre écrivains au-delà. C'est-à-dire ce n'est pas les conflits, l'agressivité qui vont résoudre les problèmes linguistiques. Il faut se garder de cela, au contraire, apaiser la question de la langue, parce qu'elle est très difficile. Elle a été difficile en Algérie, au Maroc, aux pays d'Afrique du Nord, au Maghreb en général. Et il faut sortir la question de la langue des mains des politiques. C'est-à-dire les politiques ont des priorités politiques, mais les écrivains doivent dépasser cela afin que la littérature soit belle, soit une parole humaine, soit porteuse d'espoir, d'amitié et de fraternité. Pour ce qui est de votre travail de professeur et aussi de chercheur, et j'aimerais bien recommander à nos auditeurs votre anthologie sur les titres Poésie de Palestine, anthologie rassemblée par vous aux éditions Almanar. Le poète peut-il bâtir la cité avec ses livres comme si ces livres et textes étaient des pierres fondamentales, angulaires, sur lesquelles repose la place publique, l'agora, le forum en quelque sorte. Quel est le rôle du poète et la cité pour la création du débat public? Oui, d'abord, dans mon dernier recueil, Le battement des années, il y a une partie très importante qui s'appelle L'arbre à papillons, et qui est l'engagement du poète dans le monde, dans la mêlée du siècle. Et donc, que ce soit le regard sur la Tunisie, mais sur le monde, sur la Palestine, sur tout ce qui nous tourmente aujourd'hui. Je suis allé en 2009
en Cisjordanie, en Palestine occupée. Et j'ai pu faire des lectures et des rencontres à Jérusalem-Est, Quds, mais aussi à Bir Zayt, à Nablus et Ramallah. Suite à cela, j'ai écrit Salam Raza, mes carnets de voyage, parus chez Elisade en Tunisie. Et au retour, j'ai fait cette anthologie sur les poètes de Palestine, parue en 2013. Ce sont des poètes, une dizaine de poètes de la génération d'après Mahmoud Darwish. Ils sont plus jeunes, Oui. mais aussi qui illustrent la situation des poètes palestiniens aujourd'hui qui vivent hors la Palestine, malheureusement pour beaucoup parmi eux, dans la diaspora, un peu partout à travers le monde. C'est une des questions de l'engagement du poète dans la cité. Je suis citoyen du monde, et un poète est aussi un citoyen, et mon civisme est celui-là, c'est de s'opposer à l'intolérance, de s'opposer à l'oppression, de s'opposer à la servilité, et poursuivre cette tâche de la liberté, poursuivre cette tâche de réclamer la justice. Je considère que être citoyen, être poète dans la cité, c'est avoir aussi la déontologie, d'avoir une éthique, d'avoir une conscience morale. Le poète n'est pas en dehors du monde, et le fait de soutenir certaines causes ne signifie pas qu'il devienne propagandiste ou porteur d'une idéologie. C'est au contraire être du côté de la vie, être du côté de ceux qui s'attachent à la vie, ceux qui défendent l'humanité, ceux qui empêchent la mort, empêchent ceux qui donnent la mort. La poésie, la littérature, l'art nous aident à déjouer ceux qui provoquent la mort. Et c'est pour ça que être dans la cité, c'est une vigilance, c'est être du côté de la justice, de l'éthique. La littérature ne doit pas être la voix de son maître, avec M majuscule. Elle vient de notre propre conviction d'une vision du monde. Et c'est cette vision qui s'écrit dans le poème. Le poème doit aussi porter sa propre clairvoyance, sa propre lucidité, sa propre lumière. Il doit porter aussi son rythme, son corps, son imaginaire. Et tout cela fait que le citoyen que je suis essaie de toutes ses forces de s'opposer à ce qui est négatif, à ce qui est la chose qui humilie les êtres humains, qui empêche leur dignité. Je n'ai pas beaucoup de mérite parce que aussi beaucoup d'autres poètes l'ont payé cher par l'exil, mais aussi parfois jusqu'à être tués ou emprisonnés. Et donc je pense que la cité n'est pas seulement affaire des politiques ou d'économie ou de social, elle est aussi affaire de littérature, de création, d'art et de tout ce qui fait que la société ne peut pas vivre seulement avec l'objet, mais avec le visage humain. Bekri, avant de nous quitter, j'aimerais bien souligner que ce que vous venez de dire trouve déjà une forme d'expression tout à fait percutante. Il y a 25 ans, lors d'un colloque à Bologne, où vous avez présenté une communication intitulée « L'affirmation, le doute, témoignage d'écriture », où vous dites, citation, « Toute parole vraie en littérature tente de répondre
au mystère de ces questions, la vie, l'amour, la mort. Et parce que je ne trouve pas de réponse, que j'écris. Je trouve cela vraiment fondamental dans votre œuvre, cette continuité, cette visée profonde de ce qui vous importe, de ce qui vous... l'écriture la plus ancienne depuis l'Antiquité, les écrivains, les créateurs ont posé la question de la vie, l'amour, la mort. Trois questions métaphysiques qui se retrouvent dans toutes les littératures du monde parce qu'elles sont essentielles dans la permanence de la vie humaine. Et personnellement, donc ces trois questions reviennent régulièrement parce que je considère que la littérature n'est pas une réponse, elle est une interrogation. Elle n'est pas solution, elle est question. C'est le questionnement du monde, c'est notre questionnement quotidien. Ce n'est pas parce que c'est de la métaphysique, ce sont des questions graves, ce sont des questions qui empêchent que le poème ou la poésie en général ou le roman ou la littérature deviennent mécaniques, idéologiques, facilité de parole, parole galvaudée, pressée. Le fait de s'intéresser, pas seulement s'intéresser, de poser ces questions, fait que le poème devienne modeste. Il pose des questions tout en restant dans la recherche de la vérité. Les vérités, je devrais dire. Nous pouvons faire d'un poème une réponse mécaniste et on voit que les littératures qui ont été des littératures idéologiques ont disparu du visage littéraire. Ce qui reste de la littérature, ce sont les questions fondamentales qu'on vient de soulever. Et ce sont des grands écrivains qui ont douté, qui ont été loin de l'affirmation arrogante ou l'affirmation autosatisfaite, qui ont posé les questions graves de l'humain, de Sophocle à Albert Camus, passant par Dostoïevski ou bien d'autres. Il y a la valeur d'un texte qui ne considère pas la littérature comme un chiffre, comme une leçon de mathématiques, au contraire comme une interrogation philosophique. La poésie est aussi philosophie du monde, est aussi l'angoisse, est aussi recherche, quête des vérités. Merci beaucoup, Bekri. Je ne sais pas comment vous remercier pour cette conversation, le temps que vous avez pu nous accorder. Et j'espère que ce sera pas la dernière fois qu'on aura tant de choses à explorer encore parce que votre œuvre littéraire est immense. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vous remercie de votre intérêt. Merci beaucoup. That was CKCU Literary News, brought to you by the community-based campus radio of Carleton University in Ottawa, Canada. We can also be heard on stream and as podcast. All our broadcasts are available on demand at ckcufm.com. Please follow us on Facebook, CKCU Lit News. Thank you for listening.